Bien, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, c'est à moi que revient l'honneur d'une présentation un peu descendante, pas très atelier, hein, vous allez voir. Mais c'était la commande sur la modélisation. Donc effectivement, je suis prof de lycée à Lyon. Je suis enseignant associé à l'Institut français de l'éducation à l'ENS depuis maintenant une vingtaine d'années. Voilà, je vous ai mis mon adresse de l'ENS, je vous ai mis l'adresse d'un site sur lequel on va beaucoup revenir et même Laure en reparlera aussi ensuite, qui s'appelle Pégase, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et puis, je vous ai mis mon site, j'allais dire perso, pas perso, mais mon site de prof. Alors, je l'ai mis pas tellement pour vous, parce que c'est plutôt un site dédié à mes élèves. Je vous l'ai mis parce que c'est pour vous montrer que on arrive, enfin j'espère que ça montre qu'on peut faire vivre ce que je vais vous présenter maintenant dans des situations réelles, qui sont des situations d'enseignement traditionnel en lycée, et vous aurez des exemples de la vraie vie, on va dire, et que c'est pas, j'espère, complètement hors sol, puisque j'essaye de mettre en œuvre dans mes enseignements, en particulier accompagné par mes collègues de Pégase, hein, de ce collectif de l'ENS, enfin, les outils que je vais vous présenter aujourd'hui. Merci à l'UDPPC pour l'invitation. Alors, comme en formation, je fais aussi des formations à la pensée critique. Vous savez, au début de ces formations, on fait une déclaration d'intérêt. Alors, j'en ai des intérêts. Je suis membre du bureau de l'UDPPC, je le dis parce que ça peut faire un peu entre soi. Euh, mais effectivement, je suis membre depuis très longtemps du bureau national de l'UDPPC. Mais je suis ravi de participer à ces demi-journées de formation. Je les appelle comme ça. Je crois que le succès des inscriptions montre à quel point le besoin de formation il est là, et même si notre institution y répond pas forcément de façon très adaptée. Ça fait 20 ans que je fais des formations dans l'Académie Lyon et j'en fais de moins en moins pour des raisons que vous pouvez imaginer. Je ne reviens pas là-dessus. Ah oui, dans mes déclarations d'intérêt, je le dis aussi parce que ça va éclairer un certain nombre de choses que je vais vous dire. J'ai coécrit les programmes de lycée, de seconde et de spécialité première et terminale de l'enseignement général. Voilà, ça peut aussi éclairer un petit peu mon propos. Je vais essayer de vous montrer donc en quoi la modélisation est une démarche qui est essentielle pour notre enseignement, avec de multiples facettes. Accrochez-vous, ça va aller vite. Cécile est très inquiète que je tienne pas le temps, donc je vais aller vite. Euh, Ce que j'ai pas l'intention de faire avec vous, d'abord, c'est de faire une quelconque injonction pédagogique. Vous ferez bien ce que vous voudrez de ce que je vais vous présenter et puis de ce qui va vous être ensuite présenté dans les ateliers, évidemment. On n'est pas là pour vous donner une forme de nouvelle doxa, hein. Je vais pas non plus vous donner un catalogue d'outils ou d'activités clés en main, j'en serais incapable. Et puis si vraiment vous voulez voir à quoi ça ressemble avec des outils qui pour le coup sont un peu clés en main, même s'ils demandent un peu d'investissement, allez voir sur le site Pégase. Quand vous allez vous ennuyer là, parce que je vais être dans un long tunnel de paroles, vous allez décrocher, bah, allez surfer un peu sur Pégase, vous aurez quelques exemples concrets. Je vais pas non plus vous faire un cours d'épistémo, c'est pas du tout mon propos, même si on parlera un tout petit peu de quelques rudiments d'épistémologie pour comprendre de quoi il s'agit. Et puis ce que je vais par contre essayer de vous proposer, c'est un éclairage pour comprendre pourquoi la modélisation est un atout à la fois pour enseigner côté prof, mais aussi pour apprendre côté élève. Et c'est des choses qu'on travaille depuis très longtemps à Pégase. Voilà, un moyen de mieux comprendre de quoi on parle, parce que souvent, je me rends compte encore qu'il y a des quiproquos au sujet de la modélisation, sur ce qu'on entend par modélisation. Et puis surtout, je crois que c'est le plus important, et c'est le cas souvent des actions de formation, une pause réflexive dans votre activité quotidienne. C'est un moment où on prend le temps de réfléchir à ce qu'on fait, à ce qu'on pourrait faire si on avait le temps, à ce qu'on aurait envie de faire. Voilà, et donc je pense que c'est aussi l'objectif de cette demi-journée. Alors qu'il s'appelle demi-journée collège, mais si j'ai bien compris, il y a quand même beaucoup d'entre nous qui exerçons au lycée, à peu près moitié-moitié, d'après ce que me disait Cécile. Vous allez voir, je vais essayer de prendre des exemples côté collège, côté lycée, je vais essayer de m'adresser à peu près à tout le monde, sachant que inévitablement, j'ai plutôt une pratique de lycée, donc je vais donner des exemples, et il y aura peut-être un peu plus d'exemples de lycée que de collège, je m'en excuse
par avance. Je ne l'ai pas dit aussi, si on m'a demandé d'intervenir là-dessus, c'est aussi parce que j'ai une formation initiale en didactique. Je ne me présente pas du tout et je ne me prétends pas du tout chercheur en didactique. Il y en a, je crois, ici. Moi, j'en suis pas, je n'en suis pas un, mais voilà, ça fait des années que j'essaye d'utiliser des outils de la recherche en didactique pour l'enseignement et la formation. En forme de teasing, voilà, juste une petite réflexion pour vous dire un petit peu de quoi on va essayer de parler cet après-midi. Euh, Qu'est-ce qui nous arrive de faire? Alors j'ai pris volontairement un truc très caricatural, pile en poule. On a tous à un moment donné fait ça. Alors pas forcément avec des élèves, mais enfin bon, tout le monde voit de quoi il s'agit. J'ai même mis un interrupteur. Vous voyez le niveau quand même, voilà, de la complexité de la manip. Pourquoi on fait faire ça à nos élèves au début de l'apprentissage de la physique-chimie? Bah, parce qu'il y a des situations de référence. Évidemment, cette situation que je viens de vous montrer, posée sur une paillasse de prof de physique, c'est pas une situation courante que les élèves rencontrent. Alors, ils peuvent rencontrer ça. Il va falloir que on les aide à faire le lien entre les diverses situations qu'ils rencontrent dans leur vie courante et ce que nous, on leur propose en classe, ce qui est déjà pas toujours évident. Et puis après, ils n'ont pas forcément beaucoup de questions eux-mêmes, spontanément à poser sur ces. Bon, et donc je vous disais effectivement que bah, quand on fait ça et qu'on pose cette question de pourquoi la lampe brille, vous avez, vous, en tant que prof de physique, tout de suite des choses qui vous viennent à l'esprit. Mais on peut aussi poser une autre question qui est pourquoi la lampe va cesser de briller à un moment donné? Parce que, a priori, c'est inéluctable, la lampe va un jour cesser de briller si on la laisse dans cette situation. Et là, vous voyez que vous allez aller chercher un autre modèle, parce que le modèle de l'électrocinétique ne va pas vous permettre de répondre à cette question. Et vous allez aller chercher un modèle énergétique avec des représentations associées également. Voilà, j'ai mis un petit extrait de chaîne énergétique. Et vous voyez que ça n'a pas grand-chose à voir en termes de représentation, mais vous allez utiliser un autre modèle. Voilà, et c'est de ça dont on va essayer de parler un petit peu et des difficultés que ça peut poser aux élèves et de la façon dont on peut gérer ces difficultés pour améliorer l'apprentissage. Euh, alors, je vais vous donner quand même d'abord quelques éléments de contexte, peut-être. Donc voilà le plan que je vous propose, hein. Le contexte, c'est le contexte des programmes essentiellement aujourd'hui. Euh, je vous ai mis ici un extrait du programme de cycle 3. Alors, vous n'allez pas tout lire, mais j'imagine qu'en plus, vous connaissez tout ça par cœur, évidemment, puisque vous apprenez les préambules par cœur en bon professionnel que vous êtes. Mais vous voyez qu'il y a quelques mots-clés que je vous ai surlignés ici. Conceptualisation, les élèves s'initient à la modélisation, on est en cycle 3, hein. Donc, il y a vraiment une visée très ambitieuse sur l'activité de modélisation. La construction du savoir et de compétences scientifiques s'appuie sur des démarches variées, dont la modélisation. Il y en a plein d'autres, l'observation, la manipulation, l'expérimentation, la modélisation. Et puis, vous avez aussi explicitement mentionné que l'étude du réel et la confrontation des idées et des hypothèses aux observations et aux résultats d'expérience jouent un rôle fondamental. On va beaucoup parler de ça. Vous voyez, le mot important ici, c'est la confrontation des idées et des hypothèses aux observations et aux résultats d'expérience. On sent bien cette tension inévitablement entre ce qu'on va voir et puis ce qu'on va dire ou ce qu'on va pouvoir interpréter. Voilà. Et puis là, on met clairement dans ce préambule les pieds dans le plat, hein. Voilà. La pensée scientifique n'a de cesse d'osciller. Alors, on va essayer de pas trop osciller, mais en tous les cas, on va faire des allers-retours entre le monde réel. Bon, moi, j'ai tendance à mettre réel parce qu'il y a une forme de réalisme derrière tout ça dont on pourrait discuter, mais réel avec des guillemets et ses représentations. Et les modèles sont des représentations du réel, on va en reparler. Et puis, une fois que vous avez le réel et ses représentations, vous mettez ça en tension, enfin en lien entre des formulations générales, avec des formulations générales, comme les lois, les principes, etc. Voilà, donc ça plante le décor dans le cycle 3. J'ai pris un exemple aussi des compétences travaillées dans le cadre du cycle 4, et vous voyez que ici, explicitement, d'en pratiquer des démarches scientifiques. Je vous fais remarquer qu'ici, le mot démarche scientifique est utilisé, et j'en suis ravi personnellement, au pluriel. Eh bien, dans ces démarches scientifiques, il y a développer des modèles simples pour expliquer des faits. Donc, il y a quelques mots-clés là, modèle simple, expliquer des faits d'observation, voilà, et mettre en œuvre des démarches propres aux sciences. Bien, on voit bien en quoi l'activité de modélisation va être une activité caractéristique et fondatrice des sciences qu'on enseigne.
Ça continue en seconde, et là j'y suis clairement pour quelque chose et je l'assume, hein. Euh, Dans la continuité du collège, vous voyez qu'on s'inscrit quand même dans cette continuité, et le programme de seconde est annoncé comme étant reposant sur deux piliers importants. Euh, la pratique expérimentale d'une part, l'activité de modélisation d'autre part. Ce sont les deux socles sur lesquels on a construit les programmes de seconde, puis de première spécialité, puis de terminale spécialité. Alors, il y avait un objectif, enfin ça, c'était certes de donner une vision intéressante, je ne sais pas, ça sera à vous de me le dire, mais en tous les cas authentique de la physique-chimie, au sens où c'est ce qui se fait en physique-chimie, on fait de l'activité de modélisation et on a recours à une pratique expérimentale. Mais par contre, ça devient extrêmement, c'est un programme qui est structuré par les concepts, organisé autour des concepts. Ça n'empêche pas d'en avoir une approche contextualisée. Vous voyez bien que quand je dis concept d'un côté qui structure le programme, mais aussi approche concrète et contextualisée, ça veut dire qu'on revient aussi aux objets, aux événements. Voilà, place centrale. Et puis, il y a cette phrase dont on va reparler. La démarche de modélisation occupe une place centrale pour établir un lien entre le monde des objets, des expériences des faits, et le monde des modèles et des théories. Et vous voyez bien que cette phrase résume beaucoup de choses. La démarche de modélisation, elle est là pour établir un lien, on pourrait mettre le pluriel, des liens, et on ne précise pas dans quel sens on va faire ce lien, et on va le faire dans les deux sens. Donc il n'y a pas une démarche univoque dans un sens vers un autre. Et puis cette chose-là a été reprise donc dans les préambules de première, dans les préambules de terminale, mais également dans les préambules de classe prépa, puisque là je vous ai mis un extrait du programme de physique de MPSI, où vous avez là aussi mentionné la démarche de modélisation et le lien entre le monde des objets et le monde des modèles et des théories. C'est une forme de copier-coller des programmes de lycée, et même si on a ensuite précisé un petit peu plus les choses. Alors, pourquoi on est dans ce contexte-là? Il y a quand même une tendance générale aujourd'hui dans notre enseignement français des sciences, avec ce rapport que je vous ai mis qui a 2 ans, hein, c'est assez récent, de l'inspection générale, sur la démarche scientifique, avec quelques constats que j'ai extraits. Premier constat, c'est qu'il y a une intention explicite de formation à la démarche scientifique. Là, c'est le singulier qui est utilisé. Le rapport s'en justifie en reconnaissant qu'on pourrait parler des démarches scientifiques. Allez voir, c'est intéressant, leur argumentation. Il y a une intention, mais ce que constate le rapport, c'est que ce n'est pas concrétisé dans la pratique des classes. Voilà. En gros, ça reste dans les préambules, c'est une belle intention, mais ça ne prend pas corps dans nos enseignements. Et puis, il y a un autre constat, c'est que dans les enquêtes et les comparaisons internationales, et vous savez quel rôle politique elles peuvent jouer, ces enquêtes internationales, eh bien, les élèves français en sciences n'ont pas de très bons résultats. Et entre autres, une des clés d'interprétation, c'est qu'on teste aussi dans ces enquêtes internationales la capacité à se prononcer sur ce que c'est qu'un problème scientifique, une démarche scientifique, etc. Et que là, les Français sont a priori pas très bons. Ça donne lieu à... Alors, il y a plein de recommandations, comme toujours dans ce rapport, mais je vous ai extrait la première ici. Rendre explicite les liens entre les démarches mobilisées dans les différentes disciplines et la démarche scientifique. Donc, rendre explicite, c'est ça le mot important, et c'est ce que je vais essayer de vous illustrer. Et puis, alors ça, on n'y est pas encore. La recommandation qui suit, c'est inscrire dans le corps des programmes. Dans le corps des programmes, ça veut dire, vous savez, dans les tableaux de contenu habituels, pas seulement dans les préambules, mais dans les contenus avec des capacités exigibles, des contenus qui relèvent de la dimension épistémique de la démarche scientifique. Voilà. Et donc ça, c'est pas rien, on n'y est pas, on n'a pas encore mis en tant que tel des capacités exigibles qui concernent, on va le dire, Nature of Science, disent les anglo-saxons, hein, mais on n'a pas de capacité exigible sur la nature de la science dans nos programmes actuels. Alors, pourquoi former à ça? Je ne vais pas tout détailler ici. Comprendre comment fonctionne la science, ça paraît être un enjeu sociétal aujourd'hui hyper important. Je ne vous fais pas de dessin sur ce qui se passe dans un certain nombre de pays aujourd'hui, parmi les plus importants, sur l'importance du fonctionnement de la science et de la formation citoyenne pour ça. Donc il y a un enjeu à la formation citoyenne pour mieux comprendre ce que c'est qu'un savoir scientifique, comment il est élaboré, en quoi il est différent d'une croyance individuelle, etc., etc. Je vous invite à aller lire ce rapport. Il y a plein de choses passionnantes dedans qui peuvent être extrêmement nourrissantes pour notre pratique. Alors,
j'aime bien mettre dans mes formations, là, ce que je l'appelle prof grognon, vous voyez, à l'ancienne, hein, vraiment, c'est caricatural, bien sûr. Mais c'est des réflexions qu'on m'a déjà faites en formation en disant, non, non, mais attends, moi j'ai un programme de malade à faire. Je serais déjà content qu'ils soient capables de faire un peu de physique et de chimie, et toi, tu me demandes de leur faire faire de l'épistémologie. C'est pas du tout le but, d'accord? On va pas essayer d'en faire des épistémologues de nos élèves. On va essayer d'illustrer que de comprendre comment le savoir se construit, de comprendre la caractéristique d'un savoir scientifique, ça peut aider à faire baisser l'arbitraire ressenti par les élèves, mais ça peut même les aider à comprendre ce qu'on attend d'eux. Voilà. Donc, on va essayer d'y aller. On va se rassurer collectivement. C'est pas dramatique si on n'y arrive pas complètement. Je vous rappelle que les programmes eux-mêmes sont des modèles, c'est des points de mire, d'accord? Des modèles idéaux. Donc, soyons humbles. Ça n'empêche pas d'être ambitieux. Soyons humbles. On essaye juste de ne pas en arriver là. Voilà, le programme de physique-chimie, c'est un truc assez beau, magnifique. Et puis c'est vrai que souvent en fin d'année, les connaissances de nos élèves, ils ressemblent pas tout à fait à la Tour Eiffel. Bon, voilà, si on essaye de faire un truc qui ressemble à la Tour Eiffel, c'est pas mal. Je n'ai pas prétention à le faire avec mes élèves, mais voilà, on essaye de pas trop dégrader les choses et on en est tous là. Je vais voilà, je garde en tête les deux objectifs de cette petite présentation. Caractériser la modélisation d'une part, c'est ce que je vais faire dans la première partie, puis après je vais essayer de vous illustrer ça, et puis mes deux collègues ensuite le feront tout aussi bien que moi sur d'autres sujets, enfin sur d'autres plans. L'apport pour l'apprentissage, l'apport pour notre pratique. J'ai résumé tout ça dans un document que vous trouvez dans les ressources d'accompagnement EduSchool. Je disais parce que jusqu'à maintenant, je ne disais pas que c'était moi qui l'avais écrit, puisque les documents EduSchool restent totalement anonymes. Mais comme c'est sorti, mon nom en tant qu'auteur est sorti dans un rapport de jury récent, bah maintenant j'assume de le dire. Voilà, je vous invite, vous aurez le lien évidemment directement sur les diapos. Alors, on s'intéresse maintenant quelques caractéristiques des savoirs qu'on enseigne et de l'activité scientifique. Qu'est-ce qu'on enseigne? Bon, des savoirs, je ne vous fais pas de dessin. Ça, vous les connaissez bien. C'est ce qui pilote votre activité quotidienne, votre progression, etc. Mais on enseigne aussi des pratiques et des démarches. Alors, sans doute pas explicitement. On apprend en faisant, comme on dit souvent. Et regardez tout ce qu'on a balayé pour les profs un peu vieux comme moi, là, tout ce qu'on a pu euh, utiliser, toutes les injonctions qu'on a pu recevoir sur ces questions, les démarches d'investigation. Aujourd'hui, on a pratiqué des démarches scientifiques, hein, c'est le texte actuel, ça. Disons, concevoir, créer, réaliser, s'approprier des outils, etc. On a eu tout un moment où il fallait faire beaucoup de résolution de problèmes. Alors, elle n'a pas complètement disparu, mais on a un peu levé le pied sur cette question. On a eu au lycée des programmes qui étaient structurés en trois grandes parties, observer, comprendre, agir. Tout ça, c'est des pratiques et des démarches, hein. Et puis aujourd'hui, au lycée, alors on a eu aussi une période où il fallait analyser et synthétiser des docs. C'était aussi une forme de pratique et de démarche. Et maintenant, on a les compétences de la démarche scientifique. Elles sont affichées comme telles. S'approprier, analyser, raisonner, réaliser, valider, communiquer. Les collègues de lycée connaissent bien ça. Tout ça, ce sont des pratiques, des démarches auxquelles on doit former les élèves, qui donnent lieu de temps en temps à évaluation et qui doivent normalement piloter. Sauf que leur évaluation n'est pas simple, sauf que c'est pas toujours explicite, ou quand c'est explicite, on reste un peu sur sa faim. Vous savez, il y a des manuels qui, à chaque fois qu'ils posent une question, maintenant mettent si c'est une compétence analysée, s'approprier ou autre. La question qui se pose, c'est pourquoi on impose ce type de pratique? Pourquoi on a mentionné tous ces verbes que j'ai mis avant là? Et en fait, ça pose la question de la pratique de référence. Alors ça, c'est ce que les didacticiens ont beaucoup étudié. Quelle est la pratique de référence pour écrire un programme? Clairement, aujourd'hui, alors il n'y a pas que les chercheurs qui font de la science, hein, les ingénieurs aussi, les techniciens aussi. La pratique de référence, pour qu'elle soit légitime, pour qu'elle fasse consensus, on prend la pratique de la recherche. Les gens qui font de la physique et de la chimie, ce sont les chercheurs, au sens où ce sont eux qui produisent du nouveau savoir. Ça crée des contraintes très fortes sur ce qu'on doit enseigner comme attitude et comme euh, oui, démarche aux élèves. Mais je mets en garde quand même sur un certain nombre de choses. Je suis assez réticent sur toutes ces opérations que vous avez peut-être rencontrées, une classe, un chercheur, faire venir des chercheurs dans les classes. Enfin, posons-nous la question de savoir combien d'élèves de nos classes vont devenir chercheurs, quoi. Voilà, ça pose un petit problème quand même. Et surtout, ça pose un problème sur le fond. Pourquoi? Parce que les rôles ne sont pas symétriques. Le problème de la classe, c'est pas le problème de la recherche. Et ça, les élèves qu'on les code, ils ont bien compris hein, que c'était pas, voilà, quand on les faisait jouer aux chercheurs, ils ne l'étaient pas vraiment. L'objectif de la situation, il est d'apprendre, il n'est pas de créer du nouveau savoir.
Les élèves, ils ont bien compris qu'ils étaient là pour apprendre des savoirs existants et qu'ils n'allaient pas écrire une thèse. Et puis surtout, les élèves, ils ont bien compris qu'à chaque fois que le prof les mettait dans des situations de recherche, entre guillemets, ou d'investigation, ou voilà, de questionnement, eh bien, le prof, il connaît la réponse. Et la solution, elle existe. Voilà, ce qui n'est pas du tout la situation du chercheur. Donc, méfiance avec ça. C'est évoqué avec une deuxième recommandation dans le rapport que j'ai déjà mentionné. Voilà. Mais on voit bien que dans cette recommandation, vous l'avez ici, il y a une référence explicite à la science telle qu'elle se pratique en recherche. Voilà, on n'a pas du tout rompu, je pense qu'on n'est pas prêt de rompre avec ça. La pratique de référence, c'est la pratique du chercheur. Voilà, je le dis juste, je suis assez sceptique sur cette question, mais en tous les cas, c'est avec ça qu'on vit. Qu'est-ce qu'on retient? On va pas trop se prendre la tête sur ces questions-là. Moi, je vais juste retenir un truc que j'ai extrait d'un joli livre que je vous invite à feuilleter ou à acheter. Alors, c'est un livre qui est plutôt pour préparer le CAPES ou la grègue, qui s'appelle Physique expérimentale, qui a été écrit par un collectif d'étudiants de l'ENS de Lyon, Jolidon, nous étions une prof. Et je vous ai recopié les quatre premières lignes. Théorie et les quatre premières lignes du bouquin. Théorie et expérience sont d'égale importance pour la modélisation et compréhension d'un phénomène physique. Pourtant, ces deux aspects sont souvent traités séparément dans les manuels d'enseignement. En gros, on l'a tous vécu. Il y a des bouquins de manip et puis il y a des bouquins de cours, comme on disait. D'accord? Et moi, je l'ai vécu ça dans les prépas CAPES. Voilà, les étudiants qui disent, ah bah ça, c'est un bouquin de manip, ça, c'est un bouquin de cours. Bon, j'ai fait séparer les deux. Et là, ils ont voulu faire un bouquin où il y a les deux. Et donc, en disant, il y a un dialogue perpétuel entre théorie et expérience. Et donc, je vous propose un début de définition à qu'est-ce que c'est que faire de la physique et de la chimie. Je fais le début de la phrase, on verra comment on la complète. Faire de la physique et de la chimie, pour moi, c'est modéliser le monde matériel, pas le monde vivant, mais le monde matériel, pour, et puis c'est là qu'on va voir quel verbe on met derrière, pour faire quoi, à quoi ça sert de modéliser le monde matériel. Alors, je résume donc la démarche hein, qui va nous intéresser. C'est lié à la pratique expérimentale, c'est ce qu'on a écrit dans les programmes de lycée. Les deux piliers, la modélisation, et la modélisation pour moi, que ce soit bien clair, elle se fait dans les deux sens, d'accord? La démarche, les démarches de modélisation, on peut même en parler au pluriel, mais c'est inévitablement très lié à la pratique expérimentale. Ça nous va bien. Nous, profs de physique, c'est un peu notre raison d'être de faire des manips. Pas que pour avoir des effectifs réduits une fois de temps en temps dans la semaine, mais c'est parce qu'il y a un recours au réel qui est, enfin, qui est intrinsèquement lié à notre objet d'étude. Il se trouve que ce lien entre ces deux mondes que je sépare pour l'instant artificiellement, c'est ce qui donne du sens, c'est ce qui donne de l'intérêt, on pourrait même dire, mais les didacticiens ont bien montré que c'était aussi ce qui posait le plus de difficultés aux élèves. Donc c'est ce à quoi on doit s'attacher. Parce que c'est pas simple, c'est pas naturel de faire ces liens. Évidemment, je ne mésestime pas le fait que les élèves passent beaucoup de temps soit dans le monde matériel, à développer des habilités expérimentales, à mettre au point des manips, à se dépatouiller avec ce qu'ils doivent réaliser avec le matériel. Ok, très bien. Donc ils sont ici, ils sont dans le monde matériel. Et puis, euh, ils passent aussi beaucoup de temps, nos élèves, à se dépatouiller avec des trucs qui sont uniquement dans le monde des théories des modèles. Genre extraire une variable, manipuler une relation. Alors, on est dans le monde des modèles. Bon, on applique des formules, on fait un calcul, et si on ne revient pas au monde matériel, bah, on n'aura pas fait la descente ici, et on aura passé beaucoup de temps. Donc, ok, c'est vrai. Mais ce qui va donner du sens, et ce qu'on aimerait que les élèves fassent, c'est une fois qu'ils ont fait leur calcul, qu'ils soient capables d'en dire quelque chose sur la situation initiale, et ça, c'est pas évident. Alors, maintenant, je vais essayer de mettre des mots ou voilà, quelques verbes sur, d'une part, ce mouvement ascendant. On n'y voyait pas de hiérarchie. Il se trouve qu'on a l'habitude de mettre, nous à Pégase, en tous les cas, le monde des théories des modèles en haut, le monde des matériels en bas. Une fois, on a essayé de faire l'inverse, on a été perdu. Donc, on va le garder comme ça. Ce mouvement vers le monde des théories et des modèles, c'est quoi? Ça peut être construire des éléments théoriques, ça peut être donner du sens aussi à ces éléments. Et puis, on part de ce qu'on observe, qui n'est pas toujours donné à voir, hein. On peut le concevoir. Mais en tous les cas, on part de nos observations, du matériel, des objets qu'on manipule.
Et puis ce mouvement vers le bas, le retour au monde matériel, bah, c'est quoi? C'est exploiter des éléments théoriques, des modèles, des lois, pour dire quelque chose. J'ai mis traité, c'est pour dire quelque chose du monde matériel. Et il y a plein de façons de dire quelque chose du monde matériel. Ça peut être pour le décrire, précisément, ça peut être pour l'interpréter, ça peut être pour prévoir ce qui va se passer, à force de la prévision. Voilà. Et donc, vous voyez bien, ces démarches, des démarches qui ne sont pas les mêmes, et vous naviguez toujours entre ces deux mondes en fonction de ce que vous demandez aux élèves de faire. Alors évidemment, il y a un travail d'abstraction lorsque vous passez des objets aux théories. Euh, il y a aussi un travail d'induction très fort, sur lequel je vais revenir. Ça s'appelle ça, construire des phénoménologies. Alors c'est peut-être un gros mot, mais en gros, quand vous faites, vous pouvez faire des phénoménologies pré-galiléennes, hein, vous pouvez être aristotélicien, et tout aristotélicien que vous êtes, vous avez créé une phénoménologie qui fait un lien direct entre mouvement et action. Bon, si vous voulez faire un lien entre hauteur et fréquence, bah, vous allez faire des essais, vous allez partir du monde matériel et induire des régularités. Voilà, faire des observations répétées et induire une forme de conceptualisation et de généralisation. Je n'ai pas mis, mais j'aurais pu mettre généralisation au même titre que induction. Alors, ça vous permet de trouver des lois, des relations, évidemment. Ça vous permet aussi, une fois que vous avez construit ces modèles, d'avoir des descriptions précises, épurées, sélectionnées du monde matériel. Voilà, avec des mots qui vont être propres. J'ai mis des exemples de chimie et des exemples de physique. Une fois, ça commence même par modèle 2. Et le modèle du rayon lumineux, on voit bien à quoi il s'adresse, mais c'est un modèle. Même chose, le modèle de l'œil, on voit bien que le référent c'est l'œil, mais que ça ne va pas être tout à fait une description complète de l'œil tel qu'il est physiologiquement. Bon, je passe tous ces exemples, vous pourrez lire tout ça à tête reposée. Alors, cette critique de l'induction, ça a été extrêmement critiqué, et je m'y arrête parce que on le fait encore de temps en temps avec nos élèves. Moi, j'ai appris la physique comme ça, je me souviens très très bien. Il y avait un TP, on faisait de la loi, nous faisait croire qu'on avait montré la loi d'Ohm ce jour-là, c'est-à-dire qu'on avait fait une colonne de mesure de I, une colonne de mesure de U, on observait que U était proportionnel à I, et on en déduisait carrément la loi d'Ohm. Bon, moi, mes élèves, ils feraient ça, je ne serais pas d'accord. Donc, il y a un vrai problème de logique. On ne peut pas faire ce genre de généralisation abusive. C'est pas parce qu'avec ce bidule qu'on avait devant soi, on a constaté que U était proportionnel à I qu'on en fait une loi. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis qu'on n'a pas le droit de généraliser de façon abusive. Voilà. Donc, il y a un vrai problème de logique. Ça a été extrêmement critiqué, cet inductivisme. Euh, voilà, et puis en plus, ça a été critiqué parce que non seulement logiquement c'est compliqué de l'admettre, mais on n'a pas d'observation sans préjugés, il y a souvent des intentions, on ne regarde pas la réalité tous de la même façon selon le bagage théorique qu'on a. Voilà, et donc il y a aussi un mélange de connaissances dans la façon dont on va appréhender le monde matériel, et c'est ce que disait très bien Hempel. On ne peut pas qualifier de significatif des faits ou des découvertes empiriques, on ne peut le faire que par rapport à une hypothèse donnée. Et ça casse un peu le mythe de cet inductivisme qui serait l'éclair de génie d'un découvreur, voilà, une psychologie du savant qui ferait que ouah, tout d'un coup, il a une illumination. Voilà. C'est très bien travaillé, je ne peux pas m'empêcher de citer ce petit bouquin de Chalmers. Si vous voulez entrer en épistémologie, lisez ce petit livre, Qu'est-ce que la science? C'est un nom très présomptueux, mais franchement, ça se lit comme un roman, c'est un super bouquin. Euh, alors ensuite, bah, il y a tout ce dont on a été nourri, hein, la démarche hypothético-déductive, comme on dit souvent. Pourquoi hypothético-déductive? Bah, parce que on va, pour répondre à un problème, faire une hypothèse qui souvent est issue du monde des théories et des modèles. On va conceptualiser quelque chose et on va mettre à l'épreuve pour déduire. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une déduction. Déduire quelque chose et on va soit confirmer, soit réfuter notre hypothèse. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a une mise à l'épreuve de l'hypothèse qu'on fait. Alors c'est une logique très, pour utiliser un gros mot, hein, à la paupère, falsificationniste. En gros, les falsificationnistes disent la science aujourd'hui, un savoir scientifique aujourd'hui, c'est un savoir qui peut être réfuté, mais qui ne l'a pas été. Voilà. Donc s'il n'a pas été réfuté, bah, on le garde en attendant mieux. Voilà.
Alors ça a donné une version très dégradée dans les programmes de lycée qui a un peu déstabilisé les collègues. C'est les fameuses capacités qui commencent par tester une loi. Alors je ne vais pas rentrer dans un débat qu'on a eu avec quelques collègues didacticiens. Bon, est-ce qu'on teste la loi ou est-ce qu'on teste l'accord entre la situation d'étude et la loi? Parce que est-ce qu'on peut tester la loi? La loi, elle est ce qu'elle est. Non, en fait, ce qu'on teste, c'est l'accord entre la situation qu'on a proposée aux élèves et la loi. Est-ce que la loi est adaptée pour décrire ce que les élèves vont manipuler? Et donc, c'est de là que viennent toutes ces capacités testées. Alors, qu'est-ce que je retiens de tout ça? Faire de la physique, ça nécessite de modéliser. Expliciter l'activité de modélisation, c'est porter un discours sur la nature de notre discipline, et c'est un discours que les élèves peuvent comprendre. Voilà. Et donc, la préconisation, si, ou le conseil qu'on peut donner, et c'est ce qu'on essaye de s'appliquer, nous, à Pégase, c'est, OK, faire modéliser, bien sûr, c'est-à-dire faire de la physique et de la chimie, voilà, mais à côté d'un enseignement des modèles. L'enseignement des modèles, on le fait, c'est nos contenus. D'accord? Donc, on fait l'enseignement des modèles et ça, je ne suis pas inquiet. Mais le petit supplément d'âme, c'est de faire modéliser et de faire prendre conscience que les élèves modélisent. Et petit teasing pour la suite, les élèves ne nous ont pas attendus pour modéliser. J'en reparlerai un peu plus tard. Alors maintenant, on peut essayer de caractériser la démarche. Je vais aller vite là-dessus pour aller très vite sur les exemples et sur les risques ou les difficultés que ça peut poser. Il y a une dizaine d'années, avec des collègues de l'IFE, on avait fait une grande enquête pour voir comment les collègues s'emparaient des démarches d'investigation et on testait chez les collègues de physique-chimie, dans plein de disciplines aussi, mais en physique-chimie en particulier, ce que les collègues voyaient comme fonction des modèles. Alors là, je vous ai mis les verbes par ordre d'apparition, si je puis dire, de fonctions plébisciter, représenter, expliciter, comprendre, décrire, interpréter. Vous voyez la variété de verbes hein, qu'on avait proposés. Et vous voyez que la fonction de représentation et d'explication bah, apparaît très tôt, ça tombe bien, c'est les deux fonctions sur lesquelles je vais m'arrêter plus particulièrement. Alors, d'abord, pourquoi théorie et modèle? Euh, Vous savez peut-être qu'il y a cette idée en épistémologie que les théories, on dit la théorie des théories emboîtées justement, ou des modèles emboîtés. J'ai pris l'exemple de la mécanique parce qu'il parle assez bien. Alors, c'est pas tellement les théories qui sont emboîtées, c'est les champs de validité. C'est-à-dire qu'on étend le champ empirique qu'on est capable d'interpréter, d'expliquer, parce que par exemple, cette vision de dire la relativité générale englobe la relativité restreinte ou la mécanique newtonienne, c'est très discuté parce que les outils les conceptuels de la relativité générale ne sont pas les mêmes que les outils de la mécanique newtonienne. On dit que les deux théories sont incommensurables. Bon, voilà. Donc, prenez plutôt que cette structure en oignon, là, elle concerne plutôt le champ empirique couvert. Mais en tous les cas, c'est de plus en plus vaste. Voilà, alors au lycée, dans le secondaire, on s'arrête à la mécanique newtonienne actuellement, mais on sait qu'il peut y avoir autre chose. Et puis dans l'enseignement secondaire, la théorie, elle est souvent réduite à des modèles assez basiques, liés aux situations qu'on étudie. Je vous ai mis quelques exemples. Euh, OK, il y a le cadre général de la mécanique newtonienne, mais nous, on va étudier le modèle de la chute libre. Et dans ce cadre de la mécanique newtonienne, on peut aussi étudier le modèle du pendule simple. Ça suffit de faire la mécanique newtonienne, etc., etc. On va pas faire toute la thermodynamique, mais on va utiliser au collège un modèle de l'énergie qui est issu d'une théorie bien plus générale qui serait la thermodynamique. Voilà. Quand on fait de l'électrocinétique, on peut considérer que c'est issu d'une théorie qui est bien plus grande, qui est la théorie de l'électromagnétisme. Voilà. Donc vous voyez, on a des choses qui sont beaucoup plus adaptées aux situations qu'on étudie. Ce modèle théorique, il a une valeur à la fois explicative et prédictive, d'accord? Et donc je vais y revenir un peu plus loin. Un modèle par rapport au champ théorique, c'est quelque chose qui est intermédiaire entre le champ théorique et le champ empirique. Voilà. Le modèle, il est construit à partir d'une théorie pour décrire une situation bien particulière. Il se trouve que ce qu'on vise pour l'apprentissage, c'est le lien entre le champ empirique et quelque chose qui est à la fois du modèle et du champ empirique. Les élèves ont rarement accès à l'ensemble du champ théorique et c'est pour ça qu'on a choisi, nous, de concaténer théorie et modèle. C'est un peu différent dans le supérieur. Je vais vous donner un exemple. Alors, il y a plein de didacticiens ici, Isabelle Carmen et Martine Méheux, mais qui ont travaillé ces questions-là. Vous voyez qu'on peut raffiner le modèle. Il y a le registre des modèles, le registre théorique. Vous voyez, la thermo, c'est le registre théorique, théorie cinétique. Et puis, on adapte ces théories
en modèle en fonction de ce qu'on doit décrire dans le registre empirique. Bon, voilà, je vous donne d'autres exemples ici avec des mots un peu particuliers, réalité idéalisée, réalité perçue. Les didacticiens se sont beaucoup emparés de ces questions-là. Et puis là, je vous donne un exemple, je crois qu'il est là d'ailleurs, enfin je sais pas s'il est là, peut-être d'ailleurs, de Michael Melzani qui fait ça en prépa avec ses élèves, hein. Mais lui, il a la masse critique de contenu pour pouvoir mettre dans les mains de ses élèves des théories et dire, bah voilà, il y a une théorie, et puis nous, ce qu'on va étudier, c'est le modèle de la situation d'étude. Et puis il va même plus loin puisqu'il dit que la théorie ne permet pas de comprendre certains phénomènes qui seront étudiés grâce à d'autres théories. Vous aurez un lien avec, il a mis en ligne tous ces schémas qu'il donne à ses élèves, hein, et c'est assez remarquable. Donc on concatène monde des théories et des modèles, on fait des liens, de l'interprétation, de la prévision, voilà. Et là-dedans, il y a deux rôles particuliers, la mesure et la simulation. La simulation, je ne vais pas beaucoup en parler parce que ça va donner lieu à un des ateliers. Mais qu'est-ce que c'est que mesurer dans ce schéma? Mesurer, c'est chercher une info qui concerne le monde matériel. Vous mesurez bien, donc vous utilisez un appareil de mesure qui est dans le réel, qui est connecté au réel. Vous prenez une info, mais l'info que vous prenez, c'est une info qui vient très clairement du monde des théories et des modèles, puisque ce que vous mesurez, c'est une grandeur, a priori. Et or, une grandeur, bah, c'est une grandeur qui a été une invention humaine à un moment donné, une construction humaine qui vient de la théorie des modèles. Donc mesurer, c'est vraiment au centre de la théorie et des modèles, au centre des deux mondes, pardon. Vous pouvez creuser ça, là aussi je lui fais de la pub parce que c'est un super bouquin qu'il a fait il y a 2 ans peut-être maintenant, de Michael Mezzani, qui s'appelle Physique et mesure. Si vous voulez tout savoir sur la mesure, allez lire ça. Et il y a tout un premier chapitre justement sur les deux mondes, etc. Donc, si vous voulez approfondir, achetez ce livre. C'est un très joli, un très joli livre. Et j'ai pas d'action. Euh, et puis la simulation. Alors ça, on l'a mis dans les programmes. Recourir à comme un des éléments constitutifs de la démarche de modélisation, recourir à une simulation pour expérimenter. Alors j'ai mis un modèle ou expérimenter sur un modèle. On peut faire avec un modèle aussi ce qu'on ferait avec des vrais objets. Alors, c'est dans des cas particuliers, lorsque on a des problèmes d'espace ou de représentation, quand on est dans le monde microscopique, par exemple, les modèles particuliers, je crois qu'on va en reparler tout à l'heure, ou des problèmes de temps, pour accélérer le temps ou le ralentir, eh ben, c'est utile d'aller utiliser une simulation en ayant conscience que ce qui tourne, c'est un modèle et c'est pas du tout la réalité. Voilà. Et puis, ça a donné lieu à des capacités expérimentales dans nos programmes de lycée où on a explicitement mentionné le logiciel de simulation. Bien. La simulation, ça n'est rien d'autre qu'un objet qui est piloté par les règles d'un modèle, mais qui représente, généralement sur un écran, des objets du monde simulé. Voilà. Et qu'on peut éventuellement manipuler, mais il ne faut pas laisser croire qu'on manipule des vrais objets, on manipule des représentants qui figurent des objets réels, et la manipulation qu'on fait avec eux est entièrement pilotée par les règles du modèle. Voilà ce qu'est la simulation. Alors, maintenant, la question c'est comment on fait du modèle descriptif, comment on décrit avec du modèle la réalité. Je vous ai mis quelques exemples, la réaction chimique, l'espèce chimique, tout ça c'est des modèles de description. Ça ne dira rien, ça n'explique rien. L'image optique en elle-même, elle n'explique rien sur ce qui se passe. Le rayon de lumière ou le rayon lumineux, non plus, il n'explique rien, il décrit une réalité épurée. Voilà. Jean Perrin disait, c'est remplacer du visible compliqué par de l'invisible simple. Ok, ben, moi je suis assez d'accord avec ça. Voilà, ils n'ont pas de valeur explicative, ces modèles. Ils décrivent. Ça aussi, c'est décrire, hein. Ça, c'est du modèle. Voilà un modèle d'école. Alors, c'est un modèle très matérialisé, mais on a épuré. Je veux dire, le prof de sciences, on a décidé de le faire barbu avec son ordinateur à côté de lui. On a fait des choix de modélisation. Voilà. Et donc, les élèves, ils sont ces jeux d'imitation, hein, nos élèves ont été confrontés dans leur plus tendre enfance à des modèles de la réalité. Tout le temps. Ça imite. C'est de là que d'ailleurs ça vient, hein. On imite le modèle, c'est ce qui imite. Voilà. Alors, bon, bah voilà, c'est ce qu'on fait aussi. Vous imaginez la rudesse pour les élèves quand même de dire, tiens, le prof de physique, tous ces machins qui, ok, éclairent tous, mais qui ont quand même ont des têtes différentes, eh bien, il en fait quoi? Il en fait ça. Il en fait un symbole. Il appelle ça une lampe.
Et c'est pour tout le monde pareil. Donc, il y a quand même, vous voyez, il y a un passage qui est quand même pas simple. Alors, ça s'appelle chercher du commun, oui, faire des choix, essayer de trouver la fonction commune. On ne s'intéresse pas aux artefacts matériels. Bon, ça marche. Moi, je le fais et j'en ai fait une activité, hein. La première activité que je fais avec mes élèves de terminale sur les condensateurs, c'est que je leur dis, voilà, tout ça, faites-moi confiance. Le physicien et les physiciennes disent que ce sont des condensateurs. Bah, dites-moi ce qu'est un condensateur. Voilà. Donc, c'est tout ça. Alors, ils ont les objets, etc. Dites-moi ce que c'est qu'un condensateur. Et on arrive à dire ce que c'est qu'un condensateur. Alors, pas seulement le symbole, mais que c'est une couche d'isolant prise en sandwich entre deux couches de conducteurs. Et ça nous suffit. Et on a fait un modèle descriptif. Voilà. Avec une variété d'objets pourtant qui est énorme. Alors, des modèles descriptifs, je vous en ai mis plein ici. C'est souvent des schémas. Voilà, il y en a en chimie, une équation de réaction, c'est un modèle descriptif, ça n'explique pas grand-chose. Voilà, diagramme de prédominance aussi. Une chaîne énergétique, c'est un modèle descriptif, ça décrit une situation. Et je dis même, je pousse le bouchon un peu loin, quand vous écrivez, quand vous faites le schéma d'un réfrigérant, vous ne faites pas un dessin du réfrigérant, vous faites la représentation de la fonction de ce réfrigérant avec des codes associés. Voilà. Donc tout ça, c'est du modèle descriptif, et c'est ce que Suzanne Bachelard a beaucoup formalisé, hein, en disant on sélectionne, donc c'est un opérateur sélectif, on va sélectionner certaines propriétés du réel, d'accord? C'est un fictif, et donc on fait des choix de modélisation. Alors la difficulté, c'est que ces choix de modélisation à partir d'une situation matérielle et d'une question, eh bien ces choix, ils se font quand on connaît déjà la physique. Et nous, les choix de modélisation qu'on fait faire à nos élèves pour épurer la situation, pour ne pas tenir compte, par exemple, de la couleur des fils en électricité, on s'en fout de la couleur des fils en électricité quand on fait notre schéma électrique, bah, on s'en fout parce qu'on connaît la théorie. Et les élèves ne la connaissent pas forcément, puisque c'est l'objectif de l'apprentissage. Donc là, c'est une vraie difficulté à laquelle il faut faire attention. Les choix de modélisation qu'on fait pour étudier le monde matériel se font sous contrainte du monde théorique parce qu'on sait un petit peu où on va. Voilà. Et si je fais ça, si la question que je vous pose avec ce tennisman, c'est à quelle hauteur va aller la balle, si je connais la vitesse, par exemple, initiale, bon, bah, je vois bien tout ce que je vais faire comme choix de modélisation. Mais ces choix de modélisation, de dire, je vais choisir déjà un point de description, je vais avoir besoin d'un modèle de chute, etc. La couleur de la balle, je m'en fous. Le fait qu'elle va être tapée, je m'en fous. Enfin, tous ces trucs-là, je le fais parce que je vois déjà où je vais aller. Et donc, le fait que aussi je ne vais pas prendre en compte dans un premier temps les frottements, je fais ce choix-là parce que je connais les lois que je vais pouvoir utiliser. Et ça, c'est pas simple. Voilà. Je lève pas la difficulté, je la mentionne juste. À côté des modèles descriptifs, vous avez tous les modèles explicatifs, donc les lois, les principes, les théorèmes. Donc là, on met en lien des phénomènes et des concepts, et on fait des causalités. Voilà, donc bon, vous les connaissez aussi bien que moi, liste évidemment non exhaustive. Mais ça veut dire que là, il y a de la causalité. On est capable de dire, il se passe ça parce que ça. Voilà. Évidemment, on a besoin pour ça d'avoir des modèles descriptifs, hein. Donc la fonction descriptive, elle est préalable à la fonction explicative. Voilà. Et là, bah, c'est pareil. On va aller chercher quelque chose qui est la mécanique classique. Donc vous voyez bien, on va faire cet aller-retour là. On va partir du monde matériel et on va être capable de dire quelque chose du monde matériel. Mais pour ça, il aura fallu passer par la théorie. Et puis alors, quand on devient expert, bah, le problème, c'est que on superpose tout ça. Et on met très vite l'élève dans une situation où la modélisation est déjà faite. Et donc, il y a un côté arbitraire. Par exemple, on va dire aux élèves, bah, on étudie tel objet, il n'y a pas de frottement. Bah, il n'y a pas de frottement. Si, il y a des frottements. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas de frottement, c'est il y a des frottements. Mais dans un premier temps, je vais faire un choix de modélisation qui consiste à étudier le mouvement de cet objet, comme s'il n'y avait pas de frottement, ce qui créera peut-être un décalage entre ce que je prévois et ce qui va se passer. Mais je fais un choix. Voilà. Et c'est pas j'étudie sans frottement. Non, je fais le choix. Je donne cet exemple très caricatural dans un pourtant très chouette bouquin, le Hecht. Mais vous voyez, tous ces exos qu'on a déjà vus, que vous avez déjà fait, Florence, c'est comme si son nom c'était MF égale 50 kg. D'accord? Elle est debout, sans frottement. Donc on a vraiment, on mélange tout là. C'est la situation et le modèle.
elle est sans frottement sur une plaque horizontale de glace mouillée. On se demande bien pourquoi la glace est mouillée. Vous savez pourquoi la glace est mouillée. Et son ami tombe, la corde passe sans frottement sur la branche d'un arbre. Donc là, c'est comme si l'arbre, la branche était en téflon, en gros, hein. Donc non, évidemment que ça frotte. Mais on peut faire le choix, dans un premier temps, d'étudier cette situation en supposant, en prévoyant ce qui se passerait s'il n'y avait pas de frottement. Voilà. Et puis, bon, évidemment, il faut déterminer à la fin la tension de la corde et les accélérations des amoureux. Et on se demande d'ailleurs si les amoureux, le fait qu'ils soient amoureux, joue un rôle aussi. Donc, vous voyez, il y a une espèce de mélange complet. On fait croire que c'est une vraie situation. En fait, cette situation, elle a déjà été totalement épurée. Voilà. Et là, il y a un risque d'arbitraire. On se dit, mais les situations des profs de physique sont quand même des drôles de situations. Enfin, je veux dire, c'est pas ça la vraie vie, quoi. Non, mais et je ne critique pas cet exercice, il est bien cet exercice. Il faut le faire, mais il faut prendre des précautions sur le chemin qui fait qu'on passe de la situation réelle à la situation d'étude. Alors, c'est parfois assumé, je vous ai mis ici un exemple de concours. J'aime bien, on modélise un manchot par un cylindre. Voilà, c'est parfait, très, très bien. On sait qu'on va modéliser le manchot pour étudier ses échanges thermiques par un cylindre. Et puis c'est encore mieux parce qu'à la fin du problème, il y a une question sur euh, le choix de modélisation qu'on a fait. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je retiens de ça? Je retiens que les savoirs théoriques permettent d'interpréter et de prévoir. Mais pour ça, il faut construire des modèles de la situation. Dans l'enseignement secondaire, que ce soit au collège ou au lycée, les modèles et les théories sont généralement regroupés et mélangés et superposés parce qu'on n'a pas suffisamment de bagages pour distinguer différents modèles dans une même théorie qui serait plus large. Les modèles peuvent être descriptifs ou explicatifs, voilà, et puis ça permet d'analyser la mesure et la simulation. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça dans nos enseignements? C'est quoi les risques? Je vais vous donner plein d'exemples. Ça, c'est ce qu'on a écrit. Alors, on n'a pas écrit en format arborescent comme ça, parce qu'on n'a pas le droit d'écrire en format arborescent dans les programmes, mais c'est vraiment copier-coller de ce qu'on a écrit comme des actions qui permettent de décliner la démarche de modélisation. C'est vraiment écrit, allez voir, dans le programme de seconde, dans le préambule du programme de seconde. Et donc, vous voyez la diversité de démarches qui sont attachées à la démarche de modélisation. Alors après, on peut s'amuser à regarder, je l'ai fait évidemment, à regarder si on est plutôt dans un mouvement vers les théories ou dans un mouvement plutôt vers le monde matériel. Et vous voyez que là aussi, on a varié. Alors, il y a des mouvements il y a des choses qui se font dans les deux sens, mais il y a des mouvements qui sont très descendants. Choisir un modèle adapté pour expliquer des faits. Mais ça peut être aussi simplifier la situation initiale. Je viens de beaucoup parler de simplifier la situation initiale, établir des grandeurs. Vous voyez que l'inductivisme, il est toujours là, hein. On ne l'a pas abandonné, notre inductivisme. C'est commode parfois d'avoir l'intuition d'une relation entre grandeurs à partir du champ expérimental. Faut pas l'abandonner, hein. Voilà. Et puis on est capable aussi de faire des prévisions, de confronter aux faits. Alors, pourquoi faire ça? Bon, pour porter un discours sur la nature de la discipline, peut-être, pour faire un cours d'épistémologie, pour alourdir la charge cognitive de nos élèves. Bon, évidemment, je vais pas défendre ça, c'est pas du tout le propos. Mais oui, pour porter un discours sur la nature de la discipline, je vous renvoie à tout ce que je vous ai dit au début de l'exposé. Là, il y a un vrai enjeu aujourd'hui en termes de formation citoyenne et de formation tout court à porter un discours sur la nature de la discipline qu'on enseigne. Et l'hypothèse que nous, on fait à Pégase, c'est que ça va permettre d'améliorer la qualité des apprentissages, ça va permettre d'aider les élèves pour mieux comprendre aussi leurs difficultés, ça va permettre de diminuer certaines de leurs difficultés, en particulier toutes celles qui concernent l'arbitraire ressenti. Et puis, ça va nous donner, nous, profs, des clés d'analyse, et pour les élèves aussi, on l'espère, des objets qu'on étudie et puis des méthodes qu'on met en œuvre. Voilà. Donc, illustrer des démarches, justifier les situations de classe étudiées, et ça, on y passe beaucoup de temps, nous, à Pégase, et puis aider l'élève à percevoir ce qu'on attend de lui. Alors, je vais juste m'intéresser à ça. On peut faire plein d'hypothèses sur le pourquoi c'est difficile pour nous, les enseignantes, les enseignants. Je vais juste m'attarder au fait que c'est difficile parce que nous, on superpose des deux mondes. On a complètement intégré les deux mondes, parce qu'on a appris de la physique et de la chimie. Bon. Mais il y a d'autres hypothèses possibles. Pourquoi c'est difficile? Parce que des fois, on n'en ressent pas le besoin, parce qu'on a appris la physique et la chimie sans faire ça, et donc on se dit bah, pourquoi pas nos élèves? Parce qu'on est mobilisé sur des contenus, et parce qu'on a été nourri à ça, et puis parce qu'on n'a pas le temps, c'est vrai aussi. Bon, je néglige pas toutes ces autres hypothèses qui sont valides, mais je vais m'intéresser moi à la première. Alors pourquoi on superpose les deux mondes? Je vous donne cet exemple classique.
Si vous posez un livre, évidemment, d'astro sur une table, bon, je suis désolé, il y en a sans doute plein qui connaissent déjà cet exemple. Déjà, vous posez cette question bizarre, qui est une question de prof de physique. Personne ne se pose cette question dans la vraie vie. Donc là, il y a un arbitraire. Pourquoi ce livre est-il immobile? Je veux dire, c'est un livre, sa fonction n'est pas de bouger. Donc c'est vraiment une question euh, de prof de physique. Personne ne se pose cette question sinon. Voilà. Et puis vous, vous avez tout de suite la réponse. Vous voyez ce que vous allez utiliser comme loi, vous voyez ce que vous allez dire. Voilà. L'explication courante des élèves, c'est bah, il est à table, donc il ne bouge pas. Enfin, je veux dire, personne ne le pousse, bon, donc il est posé, il ne bouge pas. Évidemment, vous n'avez pas besoin de faire le recours aux forces. Vous, je suis sûr que vous voyez ça depuis que je vous ai montré la photo et que je vous ai posé cette question. Donc c'est quand même un arbitraire énorme de dire le livre ne bouge pas parce qu'il subit deux forces qui se compensent. On n'a pas besoin de ça. C'est un exercice intellectuel de faire ça. Donc il faut convaincre l'élève que oui, c'est un exercice intellectuel qui n'a pas forcément d'intérêt pour le livre en lui-même, mais il aura peut-être un intérêt si vous voulez construire un pont ou des édifices publics ou des bâtiments. Et ça risque d'être compliqué. Donc, vous voyez comment nous, on a superposé les deux mondes. Ça ne nous choque pas de mettre les forces sur le livre. Eh bien, pour donner des clés d'explication, nous, on préconise, pour le coup, de séparer les deux mondes. Ça ne veut pas dire qu'on dit le monde matériel n'a rien à voir avec la physique. Au contraire, on dit, pour faire prendre conscience aux élèves que faire de la physique et de la chimie, c'est faire le lien entre les deux mondes, il faut pouvoir les séparer pour ensuite les mettre en lien. Et on ne néglige pas le fait qu'on va les mettre en lien. Voilà. Mais ça n'est pas une évidence, contrairement à ce que nous, on croit, et nos élèves, un jour, ils le croiront s'ils ont appris la physique. Ils pourront superposer les deux. Pareil, je vous montre ça. Si je vous montre ça, vous voyez pas du tout ce que voient les élèves. Vous voyez ça. Et en fait, ce que vous voyez, c'est pas le monde matériel. Vous avez tout de suite vu, parce que vous l'avez superposé, le monde des théories et des modèles. Voilà. Et ça n'a rien d'évident. Parce qu'on pourrait dire, qu'est-ce que je vois? Je vois un liquide bleu, un bidule qui semble métallique gris qui plonge dedans et un truc dégueulasse orange dans le fond. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc voilà, attention, la superposition de deux mondes. Alors ça donne des éléments d'explication sur les erreurs des élèves. Je vous en ai mis une là. C'est des vrais exemples, hein. L'équivalence est obtenue lorsqu'on a versé suffisamment de solution titrante pour faire réagir toute la solution titrée. La solution titrante, c'est un truc du monde matériel. Ça ne peut pas réagir. Ce qui réagit, c'est une espèce chimique. Donc, quand vous avez une erreur de ce type, pour moi, c'est une erreur, hein. La solution titrante ne peut pas réagir avec la solution titrée. La solution titrante, c'est un objet événement. Enfin, c'est un objet en l'occurrence. Donc, il ne peut pas réagir. Ce qui va réagir, c'est l'espèce chimique que je vais aller extraire, enfin, par la pensée, d'un objet matériel qui est la solution. Même chose, vous demandez à des élèves, vous faites un simple schéma d'optique, enfin, montage d'optique, vous avez une belle image. Et vous dites à l'élève, justifie que l'image est à tant de centimètres de la lentille. Bah, vous lui demandez de justifier à partir de quoi? Vous pouvez avoir un élève qui répond objet événement. Je vais aller regarder, je vais mettre l'écran, c'est net, donc l'image est là. Je ne sais pas si c'est ce que vous attendiez, je ne sais pas quelle était l'intention didactique. Et puis vous pouvez avoir un élève qui dit, bah, j'ai fait le calcul, j'ai utilisé la relation de conjugaison, c'est là. Voilà. Si vous ne précisez pas à quel niveau vous demandez la réponse, est-ce que vous la demandez objet-événement, est-ce que vous la demandez théorie-modèle, bah vous risquez de créer de l'incompréhension, de l'arbitraire, et ça, c'est quand même dommageable. Je passe là-dessus. Je vous ai mis quelques phrases, toujours des vraies phrases, hein, tirées de mes élèves, sur des confusions qui peuvent engendrer des expressions gênantes. La quantité de solution ne peut pas exister. Un acide est une solution. Vous voyez, un acide, c'est un truc modèle. Une solution, c'est un truc matériel. Ce produit chimique joue le rôle du réactif. Le produit chimique, il est au monde des objets. Le réactif, non. La vitesse de disparition est la vitesse à laquelle la concentration en permanganate disparaît. Vous voyez, là, c'est génial. Le permanganate disparaît, mais on va lui affecter un concept qui le caractérise. C'est le concept qui devient disparaissant. L'avancement est total et terminé. Pareil, c'est pas l'avancement, c'est la transformation. Je pèse une espèce chimique. Bon, ça vous choque peut-être pas, mais une espèce chimique, c'est quand même un concept, hein. Voilà, donc peser un concept, c'est compliqué. Bon, après, chose très classique qui nous énerve tous à la météo, hein. Enfin, moi, ça m'énerve. La température est de plus en plus chaude. Bon, voilà, le jour où vous verrez un concept chaud, vous me préviendrez. La vitesse, si vous voyez un jour un concept de vitesse passer devant vous, prévenez-moi aussi, ça m'intéresse. La vitesse ne peut pas aller moins vite, c'est pas possible. Voilà. L'énergie ne s'épuise pas, c'est pas possible non plus. Voilà.
etc., etc. Et je vous laisse réfléchir sur pourquoi ça me choque de dire que une image est nette. Alors voilà, des exemples de confusion de deux mondes, il y en a plein nos manuels, ça peut être utile, hein. Bon, ça c'est une magnifique confusion de deux mondes parce on met dans la main des élèves un truc qui a été complètement conçu pour coller au modèle. Donc on se rapproche artificiellement du modèle pour que ça fonctionne bien. Magnifique confusion des deux mondes, regardez, on met carrément la force sur la photo, donc là on est tranquille. Voilà, on met un repère, un ballon de foot, des vecteurs, une trajectoire sur la Lune, on met ça et on écrit en légende, onde stationnaire. Bah non, je suis désolé, l'onde c'est un concept, je le verrai jamais. Je ne verrai jamais d'onde de ma vie, hein. Je le dis à mes élèves, je ne verrai jamais d'onde de ma vie. Voilà. Par contre, je verrai des événements que je peux décrire en physique par le concept d'onde. Voilà. Donc ça n'est pas une onde stationnaire, ça s'appelle un ondoscope. C'est justement ondoscope parce que c'est ce qui permet de voir quelque chose qu'on peut décrire comme une onde. Bon, je vous ai mis une petite animation ici, c'est le summum du summum, une petite chaîne énergétique où vous allez avoir, je ne sais pas si je l'ai là, oui, voilà. Regardez, je vais le nourrir, hein. Et puis là, vous avez carrément des grains d'énergie. Alors là, bon, il va pédaler. Voilà, et là, donc là, c'est le pire du pire. Quelle idée on envoie? C'est-à-dire que vous avez fait de l'énergie une substance qui change de couleur, est-ce qu'il y a un code couleur, on ne sait pas trop où elle est, voilà. Et toutes ces simulations ou ces animations comportent le risque de superposer les deux mondes en faisant en plus du figuratif et en faisant croire que c'est une vraie situation, alors que ce n'est pas du tout le cas. Un grand classique, c'est les mélanges d'échelles, mais je pense qu'on va en reparler sur les représentations macro qui mélangent des représentations micro. Donc non, la physique n'est pas partout. Il y avait un film qui circulait, qui a fait le buzz il y a quelques années sur, c'était monté comme une série, il fallait cliquer sur le film, sur certains objets ou certaines situations, et le but c'était de montrer que la physique était partout autour de nous. Non, moi je dis jamais que la physique est partout autour de moi. Elle n'est pas présente partout autour de moi. Ce qui est présent autour de moi, c'est notre champ empirique, le monde matériel. Mais voir le monde avec des lunettes de physicien ou de physicienne, c'est un exercice intellectuel. Voilà. Donc, je ne masque pas et je ne veux pas masquer à mes élèves le fait que c'est un exercice intellectuel, passionnant. Mais non, la physique n'est pas partout. La physique est presque, j'ai envie de dire, nulle part. Ce qui est partout, c'est le monde matériel. Et l'exercice, faire de la physique-chimie, c'est un exercice à part entière. Voilà. Et donc, pour résumer ce que je viens de dire là, je vous mets une jolie citation. Regardez, bon, c'est dur pour l'élève, c'est intégré pour l'expert, c'est pour ça que c'est compliqué pour nous. Et c'est inhérent à notre démarche. Et regardez cette phrase qui résume tout. Les concepts apparaissent dans notre pensée et nos expressions de langage. Ce sont des pures créations de l'esprit et ça ne peut pas provenir inductivement des expériences sensibles. Vous voyez qu'il y a une critique très forte de l'inductivisme. Ce n'est pas si simple parce que nous unissons concepts et liaisons conceptuelles aux expériences sensibles si profondément. Le nous s'adresse aux physiciens, hein. Parce que nous faisons ça, nous perdons conscience de l'abîme logiquement insurmontable entre le monde du sensible et celui du conceptuel et de l'hypothétique. Ça veut dire que nous faisons le métier le plus difficile du monde, hein. Parce que les élèves, on va avoir du mal à leur faire surmonter cette chose-là. Et la personne qui a dit ça, c'est Einstein, qui avait quand même compris beaucoup de choses en épistémo, mais aussi en pédagogie. Et effectivement, ça résume très bien la difficulté qui est la nôtre avec des élèves. Voilà, donc bah oui, nous, on a des situations extrêmement épurées. Vous voyez que ce passage des situations réelles aux situations épurées, bah, c'est compliqué. Quand vous avez une échelle de perroquet et qu'un élève vous demande où est-ce qu'on voit une échelle de perroquet et que vous êtes obligé de dire chez Gelin, c'est que vous êtes en train de faire du modèle matérialisé, hein, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire que vous avez utilisé un objet qui n'existe nulle part, mais qui est là pour des raisons pédagogiques, avec ses vertus, mais qui est là pour coller au plus près du modèle, et vous avez masqué les difficultés. Alors, je passe, parce que je vois que l'heure tourne. Euh, alors, on l'a assumé parfois. Donc, ça, c'est une activité que je propose à mes élèves de terminale, hein. C'est comme pour le condensateur. Je leur donne cinq situations. Je leur dis, faites confiance, faites-moi confiance. En physique, ces cinq situations sont décrites par le concept d'onde. Vous devez m'écrire sur une feuille A4 ce que c'est que le concept d'onde. Ils y arrivent. C'est-à-dire qu'eux, c'est eux qui créent la définition de l'onde en disant, OK, c'est le point commun à ces cinq situations. Vous voyez comment on crée
quelque chose qui est de l'ordre du modèle. Euh, alors c'est parfois assumé, on l'a mis dans le programme, ça, de seconde. Vous voyez qu'il y a une capacité qui est d'écrire le mouvement d'un système par celui d'un point et caractériser cette modélisation en termes de perte d'information. C'est-à-dire qu'on dit aux élèves, oui, modéliser, faire des choix de modélisation, c'est perdre des informations. Alors, en l'occurrence, si vous choisissez un objet qui tourne sur lui-même et que vous choisissez son centre de masse pour décrire son mouvement, bah, vous allez perdre son information sur l'information sur sa rotation. Voilà. C'est un exercice pas simple, hein, mais on l'assume et ça commence à arriver dans les programmes. Voilà. Donc, concrètement, assumer ses choix de modélisation. Vous voyez, là, dans le sujet zéro, on a mis, on choisit de considérer que l'action de l'air est négligeable. On choisit, on choisit. On ne dit pas, l'action de l'air est négligeable. On dit, c'est une fusée. Bah, ça va être dur hein, de dire que l'action de l'air est négligeable. Bon. On choisit de considérer que l'action de l'air est négligeable. Faire des petits pas de modélisation, d'accord, et donner des résolutions de problèmes tout de suite, non, c'est pas possible. La quantité à modéliser ne doit pas être trop grande. Et puis, distinguer les deux mondes. Nous, on le fait, par exemple, au lycée. Moi, je donne des modèles à part, des activités. Les élèves ont des activités où ils travaillent sur des situations. Et puis, à côté, ils ont un modèle qui est très aride, qui est formulé dans les termes du modèle, uniquement avec des concepts. C'est sur une feuille de couleur à part. C'est un statut très, très, très particulier. Vous verrez que tous les documents qu'on a mis sur Pégase qui concernent le collège, et là, je remercie Cécile de tout ce travail. euh, c'est très assumé aussi, puisque sans arrêt, on distingue le monde des objets et le monde des modèles. Et que c'est facile, parce que vous allez voir que les situations, c'est des situations que vous connaissez. C'est juste qu'on envoie, autant que faire se peut, des messages. Je vous ai mis plein d'exemples ici. Vous voyez qu'on arrive même à dire, sur cette photo pile en poule, ça bouclera avec le début, eh bien, je peux euh, faire un schéma électrique, mais je peux aussi faire une chaîne énergétique. Je ne vais pas répondre aux mêmes questions, et vous voyez qu'on va très loin et que là, il y a même une forme d'institutionnalisation sur ce que c'est qu'un modèle. On est en cinquième là. Voilà, et on peut aller plus loin parce qu'ensuite, on peut aller faire une chaîne énergétique ou à partir d'un schéma électrocinétique, c'est-à-dire comparer, confronter avec deux ampoules en série, deux lampes en série, on peut aller confronter deux modèles et comprendre qu'ils ne répondent pas tout à fait aux mêmes questions. Vous voyez, là, c'est des exemples aussi de ce qu'on dépose sur Pégase avec une distinction très forte entre ce qu'on voit et puis ce qu'on va en dire en termes de modèles. Là, vous avez des choses sur les modèles, le modèle particulier, justement, avec toujours cette idée que, et ces petits logos là, observation d'une part, modèle particulier, et c'est possible dès la classe de sixième, sans aucun problème. Voilà. Ça, c'est un petit teaser pour Laure qui va parler après moi sur le choix des consignes, parce qu'évidemment, le choix des consignes n'est pas anodin dans cette question. Et qu'est-ce que ça veut dire, justifier, expliquer, commenter sur le lien entre les deux mondes. Et voilà ce que je vous propose de retenir. Une activité intellectuelle inhérente à notre discipline qui ne doit pas être masquée, parce que sinon elle va renforcer l'arbitraire ou la difficulté chez nos élèves. Et puis, de l'assumer, de l'expliciter, ça permet de justifier les situations d'études, ça permet parfois de justifier que c'est vous qui avez choisi cette situation épurée, hein. Voilà. De donner une image un peu plus authentique de ce que c'est que faire de la physique et de la chimie, de comprendre certaines difficultés d'élèves, de préciser les consignes, de décrire des capacités visées par les élèves, qu'est-ce qu'on attend euh, de toi. Et puis, si vous voulez aller plus loin, à vos heures perdues, ça vous permet aussi de modéliser les types d'activités que vous leur proposez. Alors ça, vous retrouverez ça dans mes diapos, je vais passer très vite. Mais on a à Pégase euh, essayé de regarder, et puis je l'ai publié aussi dans le document EduSchool dont je vous ai parlé. On a essayé de regarder quels étaient les types d'activités qu'on proposait aux élèves en fonction de ce qu'on leur demandait de faire. Vous voyez, là, l'exploration expérimentale, l'élaboration d'un modèle, on peut faire de l'inductivisme, une nouvelle loi, c'est interpréter. Là, on peut illustrer, on peut vérifier, voilà, on peut s'approprier un modèle descriptif, et on a essayé de mettre en regard quelques capacités des vraies capacités, hein, des programmes actuels de lycée. Et puis il y a des choses plus complexes. Une détermination expérimentale, bah, c'est faire un double lien. Voilà, on part du monde matériel et on y revient pour en dire quelque chose, mais on est passé par des arguments et des considérations théoriques. À l'inverse, on peut faire un test de modèle et une amélioration d'un modèle. Ça, on fait ça en terminale, par exemple, quand on améliore l'effet de serre et qu'on injecte l'albédo aussi, par exemple. Voilà, c'est des choses qu'on sait faire.
pour trouver la bonne température de la Terre. Et puis, on peut faire de la résolution de problèmes. Et là, on va boucler. Et c'est pour ça qu'on comprend que la résolution de problèmes, c'est pas un truc simple. Parce que il va falloir faire plusieurs allers-retours entre les deux mondes. Ça, j'en ai parlé. Voilà, on a aussi des activités qui ne s'intéressent qu'au monde matériel et qu'aux théories et aux modèles. Je vous propose de m'arrêter là. Vous aurez, puisque je vais vous les laisser dans mes diapos, une partie sur, j'avais pas forcément prévu d'en parler aujourd'hui, sur le lien entre la modélisation et les idées initiales, avec un message très clair qui est que les idées initiales sont des modèles. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les élèves ne nous ont pas attendus pour modéliser. Faire jouer une idée initiale, c'est avoir construit une théorie naïve à partir de tout ce que vous avez vécu depuis votre plus tendre enfance. Et donc, c'est normal, le cerveau humain fonctionne à l'économie. Vous essayez d'aller chercher des routines, des règles qui font que dans une nouvelle situation, vous allez la rapprocher d'une situation à laquelle vous faites référence, et puis vous allez pouvoir dire quelque chose, alors qu'il va parfois s'avérer complètement faux, d'accord? Mais si je vous mets dans une nouvelle situation, vous allez aller chercher une théorie naïve, vous allez faire une prévision et elle va s'avérer fausse. Alors, un truc très classique, c'est l'image voyageuse. Vous avez construit une théorie qui a été reconstituée par les chercheurs en didactique, qui s'appelle l'image voyageuse, qui fonctionne dans plein de situations. Mais si vous fonctionnez avec cette image, qui consiste à dire que l'image, elle part de la source, que quand elle rencontre une lentille, elle se retourne, elle change de taille, etc. Elle grandit, elle diminue au fur et à mesure de son voyage. Bah, vous allez vous planter parce que ça ne correspond pas au modèle de l'optique géométrique. Et vous allez planter dans, par exemple, si vous faites cache-lentille, hein, vous le savez peut-être, vous allez vous planter. Voilà, vous retrouvez ça en détail, je passe. Je parle pas des quatre mondes, si vous voulez creuser, vous irez voir les diapos. Voilà, et puis bah, je vais peut-être finir avec ça. Voilà, je m'étais auto-posé quelques questions. Est-ce qu'il faut expliciter l'activité de modélisation? Je crois que oui. Est-ce qu'on peut comprendre un discours sur les sciences avant de disposer de connaissances scientifiques en sciences? C'est un truc qu'on m'a souvent reproché. Je pense que oui, ça peut être simultané, à condition de ne pas avoir des prétentions énormes. Vous n'allez pas faire de vos chercheurs, de vos élèves des épistémologues. Est-ce qu'on ne risque pas de perturber les apprentissages? Non, à condition de ne pas lâcher sur les contenus et d'avoir du temps. Ça, c'est un problème qu'on n'a pas complètement résolu. Est-ce que ce discours sur les sciences, c'est des apprentissages? Je pense qu'on peut dire oui, à condition de prendre le temps de le faire et de l'expliciter. Est-ce que c'est pertinent pour tous les types de contenus? Pas vraiment. Nous, à Pégase, on a testé des choses où de temps en temps, l'explicitation est moins cruciale que sur d'autres sujets. Voilà, je m'arrête là. Je pense que j'en ai dit assez.